Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général ouvrent dans temps de 12 heures le bal des examens officiels au Cameroun. L'année scolaire a été inédite et chamboulée par la crise du coronavirus, mettant ainsi la pression sur ces candidats. À suivre dans ce journal les dernières heures des préparatifs ainsi que les astuces pour mieux affronter les épreuves écrites. À l'étranger, Amadou Gon Coulibaly, qui définitivement la scène, le défunt chef du gouvernement, a été inhumé ce vendredi dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'inhumation était précédée par la grande prière en présence du chef d'État ivoirien, Alassane Ouattara. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, le cri de douleur des populations du Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala. Elles expriment le mal-être après la démolition de leur maison. La construction d'un drain est à l'origine de ces casses pour la mairie. Il est donc question d'alléger la souffrance des populations confrontées aux inondations à la moindre saison des pluies. D'autres précisions dans ce reportage de Robert Moukoubé et Eric Fopoussi. Je père de 5 enfants, sans porte ni fenêtre. Sans porte ni fenêtre. Je ne sais pas comment je vais commencer. Il est parmi les nombreuses personnes déguerpies et en détresse à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Il s'agit pour ces sinistrés de l'œuvre de toute une vie. Moi, je suis à plus de 25 ans. J'ai construit ma maison en 95, ici. C'est préparer et construire une maison, ce n'est pas facile. Ces pleurs contrastent avec le mouvement des engins effectuant les travaux de construction du drain traversant Mabanda, quartier bilingue, Grand Hangar et Forêt-Bar. La police est là, veille au grain, instruction, ne tolérer aucune contestation. À quelques mètres, un serpent, victime collatérale. On n'est pas venu ici pour casser les gens. On casse quand c'est nécessaire. Soit pour la position d'engin, soit pour quelqu'un qui est vraiment sur le drain, comme ce qu'on va faire qu'on voit là derrière 5 continents. Pour le chef des travaux, l'accent est plutôt mis sur les difficultés rencontrées sur le terrain. Nous sommes en train de sortir dans la zone la plus délicate. Nous allons essayer de rattraper le temps. Mais un des obstacles majeurs reste la marée. Parce qu'on ne travaille que lorsque la marée est basse dans cette zone. Selon certains riverains, ces travaux présentent des limites. Aujourd'hui, nous avons constaté que ce pont, c'était une œuvre qu'on pouvait dire c'était bien, mais aujourd'hui, ça nous crée plus de problèmes. Parce que, apparemment, ce pont, je ne suis pas un ingénieur de pont et chaussée, mais je constate que ce pont était trop basse. En réponse, le 3e adjoint au maire de Douala 4e donne rendez-vous en octobre pour les travaux définitifs. Donc ce qu'on fait là, Inch'Allah, peut-être qu'on reviendra en octobre pour bien nettoyer. Mais là, c'est pour faire couler l'eau. Il faut que l'eau circule. Ces travaux à Bonabéry s'inscrivent dans une vaste opération d'assainissement en cours à Douala et à chaque fois les mêmes cris de population déguerpie du fait des constructions anarchiques. Situation quasi similaire du côté de Yaoundé dans la région du centre où les habitants du quartier Briqueterie, zone 4, sont bloqués en raison des travaux de construction d'une route au lieu-dit Monté-Aurore. Ils s'insurgent contre l'accaparement de la terre sans aucune forme de compensation alors que depuis 2008, ils ont vu la maison voler en éclats. Ils exigent de voir le décret d'utilité brandi par certains responsables de la ville de Yaoundé avant toute poursuite des travaux sur ce terrain litigieux. D'autres précisions dans ce reportage d'Emmanuel Diop et de Marcelin Gansop. Les messages contenus sur les pancartes en disent long sur la colère qui anime les manifestants. Ils disent avoir été surpris il y a quelques jours de voir des engins procéder au dégagement dans l'optique de construire une route à cet endroit. Le sous-préfet est venu donc en force avec gendarmes et policiers, une équipe de géomètres. C'est en force qu'ils sont passés mettre les balises, y compris des croix sur des maisons. Vendredi dernier, c'est encore une escouade de policiers
dirigés par le commissaire central numéro 1, qui sont venus alors faire un passage en force. Vous voyez ma clôture qu'ils ont détruite et la route, ils ont commencé à la faire. Les victimes sont d'autant plus surprises qu'aucune indication ne donne des précisions sur les travaux en cours. Aussi ont-elles érigé des barricades pour les stopper net. Quand c'est l'État qui fait des travaux, il y a une plaque préalable qui indique le numéro de marché, le numéro d'appel d'offres, parce qu'on s'est dit ça doit peut-être pas être l'État, c'est un particulier qui est en train de venir travailler. Donc, nous avons fait ces barricades pour qu'on nous montre les papiers officiels. Nous autres, nous ne refusons pas la route, mais nous voulons être sûrs que même 10 ans ou 100 ans après, nous serons indemnisés parce qu'à chaque fois, c'est nous qui sommes les victimes. On vient, on nous casse, pas d'indemnisation. On vient, on prend, on met les terrassements ici, pas de dédommagement. Les soucis des habitants de la zone 4 du quartier Briqueterie remontent en 2008 lorsque la communauté urbaine de Yaoundé décida de raser plusieurs quartiers de la ville. On a commencé la casse en 2008. On nous a rien dit. Un matin, on a vu les engins de la communauté urbaine qui sont venus, ils ont commencé à casser. On demande pourquoi. Actuellement, nous sommes en justice avec eux. Mais pour la route, si personne n'est au courant, un matin, ils sont venus avec le sous-préfet de Yaoundé 2. On ne nous a même pas approchés, même venir pour faire une réunion, que ce soit avec le chef du quartier, que ce soit avec le sous-préfet, pas d'autorité. Pour avoir été privés de la jouissance de leur terre, les propriétaires de la zone litigieuse, titre foncier à l'appui, ont saisi la justice. Alors que l'affaire est encore pendante au tribunal, voici que l'ouverture d'une route ravive une fois de plus les tensions. Vous avez lu les pancartes. Il y a au moins 3 titres fonciers ici qui datent depuis les années d'avant l'indépendance. Ces titres fonciers, c'est la délégation des domaines de Douala qui venait faire ça ici à Yaoundé. Il n'y avait même pas cette délégation ici à Yaoundé. C'est des vieux titres fonciers. En 2017, ils sont venus nous taper là-bas à cause de ce terrain-là. On a enfermé mon fils ici, et M. Atanganias. Et la deuxième fois-ci, on nous a dédommagés. On ne nous a rien donné, même 5 francs. Et il faut qu'ils arrêtent ça. Si on veut faire la route, on nous paye. Désormais sur le pied de guerre, les victimes regroupées au sein d'un collectif n'entendent pas lâcher prise. Une affaire à suivre. Et nous restons toujours du côté de Yaoundé pour évoquer ce mouvement d'humeur des avocats d'Ayouk Tabé. Ils affirment avoir été interdits d'accès à leurs clients incarcérés à la prison principale de Kondengui à Yaoundé. Malgré l'autorisation du régisseur de la prison, les avocats d'Ayouk Tabé, donc les co-accusés, n'ont pas pu avoir accès à leurs clients. Ils annoncent par ailleurs un sitting devant cette prison du côté de Yaoundé. Le compte rendu de Rodrigue Ngassi et de Gizogo. Journée difficile pour les avocats d'Ayouk Tabé et ses co-accusés, lesquels n'ont pu avoir accès à leurs clients à la prison principale de Kondengui, à Yaoundé. Nous sommes ici parce que, encore une fois, on nous empêche de faire notre travail d'avocat. Nous avons obtenu l'accord du régisseur de la prison avant-hier que nous pourrions avoir accès enfin, après plusieurs tentatives, à nos clients, Sisikou, Ayouk Tabé et les 9 autres. Et aujourd'hui, nous sommes présents devant la prison principale depuis 14 heures. Et depuis 14 heures, impossible d'avoir accès à nos clients. On nous interdit l'entrée de la prison et le régisseur désormais est injoignable au téléphone. Devant cette situation, les conseils d'Ayouk Tabé expliquent que leur recours aux autorités n'a produit aucun résultat. Je le vois. C'est pour ça que je suis là. Nous avons saisi les autorités, nous avons saisi notamment le ministre délégué auprès du ministère de la Justice et nous attendons toujours, rien ne se passe et nous pensons que l'opinion doit être alertée sur la dégradation de l'état de droit dans notre pays. En réponse, ces avocats ont décidé de faire le pied de grue devant cette prison jusqu'à ce qu'ils puissent avoir accès à leurs clients. Nous avons décidé aujourd'hui de rester devant la prison principale
jusqu'à ce qu'on nous ait autorisé à rencontrer nos clients et à nous assurer qu'ils vont bien, premièrement. Deuxièmement, qu'ils sont correctement préparés pour assurer leur défense dans le cadre de l'affaire qui les oppose à l'État du Cameroun. Dans cette affaire, Equinox Télévision a subi les foudres d'individus non identifiés. Le reporter d'images envoyé tourner ces images a été brièvement interpellé, menacé et il lui a été promis les pires tortures si jamais il s'avisait à filmer encore les protestations des avocats d'Ayoub Tabé et compagnie. Dans le reste de l'actualité en éducation, les quelques heures de l'examen du baccalauréat, la pression monte chez les candidats. L'heure est au dernier coup d'œil dans les cahiers. Il faut préciser que l'année scolaire a été chamboulée en raison de la crise du coronavirus, mettant ainsi la pression sur ces candidats. Quelle attitude donc doit adopter le candidat avant et pendant l'examen? Élément de réponse dans ce reportage de Robert Moukoubé et Isabelle Carole Zopet. Stress, peur et angoisse animent plusieurs élèves des classes de terminale à quelques heures du baccalauréat, session 2020. Je me sens un peu traumatisée. Ce n'est pas que je me dérange, c'est le stress et la peur. Au lycée polyvalent de Bonabéry, tout comme dans plusieurs autres collèges visités dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, des stratégies ont été mises sur pied par les chefs d'établissement et ce, malgré le réel défi du respect des mesures barrières pour achever le programme scolaire, interrompu plusieurs semaines en raison de la pandémie. Il est question ici de permettre à ces élèves d'être prêts le jour J. Au niveau de polyvalent, pour achever le programme, nous avons utilisé le système de mi-temps. Il y avait un groupe d'élèves de première qui venaient le matin et ceux de terminale venaient dans l'après-midi. Il fallait continuer par les TD, par les travaux dirigés. Et par la suite, nous avons également évalué nos enfants. À la veille de cet examen, les enseignants recommandent aux candidats une bonne hygiène de vie et un bon planning de révision. De lire ce sujet suffisamment, de bien lire. Parce que si on ne lit pas le sujet, on lit à maintes fois. Il ne faut pas se précipiter sur un sujet pour traiter ce sujet-là. Il faut bien le lire pour bien traiter son sujet. On ne doit pas être tout le temps dans les cahiers. Il y a un moment pour le cahier, un moment pour se relaxer. Parce qu'on ne doit pas se surmener à la veille de l'examen. Ils doivent se concentrer. Première des choses, ils doivent bien se concentrer. Ils doivent bien dormir. Éviter de traiter des épreuves qui n'ont rien à voir avec le programme scolaire. Les parents, eux aussi, doivent veiller à l'encadrement de leur progéniture pour assurer leur réussite au moment où ces derniers s'apprêtent à frapper aux portes de l'enseignement supérieur. Et de dire aussi aux parents de veiller à ce que les enfants se lèvent tôt. Parce que nous sommes en saison de pluie. Un enfant, avec la situation, un enfant peut arriver à être en retard à cause de la pluie. Donc je demande aux parents de veiller à ce que les enfants puissent se lever tôt, de les apprêter à temps. Plus que quelques heures et ces candidats seront face à leur destin. Les épreuves du baccalauréat général ouvrent ainsi mardi prochain la saison des examens officiels 2020. Et le torchon brûle entre le sous-préfet de Marois Ier et les propriétaires des snack-bars et restaurants et Poucos, l'autorité administrative, y a apposé un scellé pour une durée de 15 jours avec comme motif la fermeture tardive et le non-respect des mesures barrières. Les allégations rejetées d'un revers de la main par les responsables qui entendent d'ailleurs porter plainte pour violation de leurs droits. Le reportage d'Amadou Daïrou et Xavier Fouca. L'affaire fait grand bruit dans la ville de Marois. Ce scellé posé à l'entrée de cet établissement très réputé, habituellement très bouillant une fois la nuit tombée sur le quartier de Mayo. Les motifs de fermeture tardive et de non-respect des mesures barrières qui figurent sur cette décision sont refutés par les responsables. D'une part, au sujet de la fermeture tardive, le conseiller juridique de cet établissement estime que la structure a sollicité et obtenu cette licence du ministère du Tourisme et des Loisirs, licence lui permettant de fonctionner à plein régime. L'établissement fonctionne sur cet agrément et non sur la licence d'exploitation. Donc le sous-préfet a modifié sa décision en parlant de fermeture tardive et de non-affichage de la licence d'exploitation. Les deux fondements sont complètement faux, puisque l'agrément permet de fonctionner 24 heures sur 24
Et ensuite, la licence des patrons visés ne concerne plus le pavillon. D'autre part, le deuxième motif concernant le non-respect des mesures barrières est également rejeté en bloc par les responsables. En témoignent ces images des récipients de lavage des mains, port de cache-nez et respect de la distanciation en salle. Pour eux, il s'agit d'un acharnement et ils n'entendent pas le laisser passer. Nous pensons qu'il s'agit d'un abus d'autorité, d'un abus de pouvoir. Et en matière d'abus de pouvoir, nous entendons justement poursuivre parce qu'il y a une autorité compétente qui puisse dire est-ce qu'il s'agit d'un acte effectivement légal ou illégal, c'est le juge administratif. Et nous n'allons pas nous laisser. Justement, nous allons saisir le juge administratif en référé. En attendant, ce sont près de 2 dizaines d'employés forcés au chômage, ajoutés aux charges de la structure. Nous avons des factures à payer, nous avons les impôts à payer, nous avons les salaires à payer et nos ventes ne suivent pas. Pendant ce temps, on vient de nous couper. Venir fermer une structure qui est en fonction après le confinement et puis fermer en un seul jour comme ça a directement eu un impact sur la vie des employés. Pourquoi? Parce que les employés n'ont pas été préparés à ça et puis directement on les envoie en congé. Ils vont vivre comment? Ils sont au quartier, ils sont devenus maintenant, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Les amoureux de la vie nocturne devront encore patienter avant de reprendre avec leurs habitudes, le temps que l'issue soit trouvée à ce problème. En santé, le suivi des patients atteints des maladies en phase terminale au cœur d'une rencontre à Yaoundé. Il est question d'outiller les bénévoles afin qu'ils puissent apporter un soutien physique, moral et psychologique dont les personnes qui souffrent de maladies incurables ont besoin pour mieux passer leurs derniers jours. Une initiative de la société civile que salue le ministère de la Santé publique. Le reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Le suivi des patients atteints de maladies terminales n'est pas une partie de plaisir. Il faut s'entourer d'une bonne dose de volonté, de patience et d'amour du prochain. Il faut surtout avoir des outils nécessaires pour un accompagnement optimal. La mise en œuvre des soins palliatifs exige une approche interdisciplinaire dans laquelle on doit rencontrer toutes les branches socio-sanitaires. Et l'apport du bénévole est d'autant plus capital que le bénévole est un maillon important de l'équipe technique qui s'occupe du suivi des personnes atteintes des maladies terminales. Dans cette salle, des bénévoles intéressés par l'accompagnement du projet de suivi à domicile des enfants souffrant de maladies terminales. Ils sont la cible d'une formation qui vise à les capaciter dans l'optique d'un meilleur encadrement des malades bénéficiant des soins palliatifs. Nous sommes allés sur le terrain où nous avons eu à détecter des cas des malades atteints de maladies incurables en fait, tel que c'est l'objectif. On les a accompagnés. Cette deuxième phase-ci vient davantage augmenter les capacités que nous avons déjà, les connaissances que nous avons pour toujours renforcer, continuer à faire ce travail sur le terrain. Nous avons le souci du bien-être communautaire et humanitaire, cet esprit-là que nous avons. De manière concrète, on leur donne toutes les bases nécessaires pour la connaissance des soins palliatifs de manière générale, comment les soins palliatifs sont mis en œuvre, un historique sur les soins palliatifs pour qu'ils soient en même d'intervenir à leur niveau lorsque le besoin se fait sentir. Le gouvernement, via le ministère de la Santé publique, voit d'un bon œil cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'offre de soins. Ce d'autant qu'il s'agit des bénévoles, plus préoccupés par la santé du patient que par le gain, lui-même dérisoire. C'est beaucoup plus pour que les populations elles-mêmes s'impliquent à la prise en charge de leurs besoins sanitaires. Nous ne pouvons pas travailler en vase clos. Et nos partenaires nous accompagnent dans notre immense œuvre de tous les jours d'offrir des soins et de permettre à toute la population d'accéder aux soins de santé. Bien que condamnées à une mort certaine, des personnes bénéficiant des soins palliatifs ont droit à des égards afin que le dernier jour se passe dans la plus grande dignité possible. C'est ce à quoi s'attelle l'association Santo Domingo et ses partenaires. Des assurances intéressent très peu de Camerounais. Même pas 1% de la population dispose d'une police d'assurance. La question préoccupe le réseau des parlementaires pour la promotion des assurances. Face au ministre des Finances, le réseau scrute les voies et moyens afin d'accroître le taux de pénétration en matière d'assurance au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril. C'est un constat pour le moins alarmant. Le taux de pénétration en matière d'assurance au Cameroun
ne dépasse pas 1%. Preuve que très peu de Camerounais songent à souscrire une police d'assurance. Aux côtés du ministre des Finances, le réseau parlementaire pour la promotion des assurances tire la sonnette d'alarme et plaide pour l'augmentation du taux de pénétration en matière d'assurance au Cameroun. Améliorer le taux de pénétration en matière d'assurance qui est aujourd'hui de 1%, le porter au moins à 20% pour que nous soyons effectivement un pays aussi où la notion d'assurance est inclue, où nous devions prendre ça comme un acte majeur pour le développement de notre pays. 20% de taux de pénétration, c'est le seuil acceptable selon les parlementaires pour la promotion des assurances. Le réseau est convaincu qu'avec ce taux, le secteur des assurances pourra servir de catalyseur pour l'éclosion de l'économie camerounaise. Le réseau parlementaire pour la promotion des assurances va œuvrer en synergie avec ces institutions en place. Lorsque ce taux aura été amélioré, on pense effectivement que notre PIB va effectivement être amélioré. Si les intentions sont bonnes, il reste à convaincre les populations sur la nécessité de souscrire une police d'assurance. Tout autre chose à présent, le chef d'état-major de l'armée vient d'achever une mission d'évaluation des opérations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le général de corps d'armée René-Claude Meka estime que les forces de défense et de sécurité travaillent en symbiose avec les populations, battant en brèche certaines réserves et critiques dans l'action de l'armée dans les deux régions en crise au Cameroun. Le général de corps d'armée René-Claude Meka a fait le point de sa mission ici à Douala, à la 2e région militaire interarmée. Je vous propose de l'écouter. Je descends sur le terrain pour effectuer des contrôles opérationnels pour m'assurer que la situation est bien en main et que nos hommes n'ont pas de problème particulier. Du moins, le présent contrôle survient au lendemain du changement des responsables à la tête des régions militaires dans le sud-ouest et le nord-ouest. Cela a nécessité un certain recadrage. Moi, je n'ai pas entendu parler de difficultés particulières allant dans ce sens. Parce que vous savez, quand un chef prend la suite d'un autre, il y a comme une espèce de petit temps mort, tant que tout le monde se mette dans le bain. Donc, je crois qu'il faut que je vienne donc voir si tout le monde est vraiment travaille dans le même sens. À présent, la page triste de ce journal, pluie dommage pour Divine Shimouta Banda, un des piliers de la lutte contre les violations des droits humains au Cameroun. Sa levée du corps a eu lieu ce vendredi à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, décédé le 18 mai des suites de maladie. Il sera inhumé ce samedi par Bafout dans la région du nord-ouest Cameroun. Retour sur l'ambiance qui a prévalu ce matin à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé dans ce reportage de Guizogo. Les adieux de Divine Shimouta Banda à la terre des hommes ont commencé par la capitale, Yaoundé. La mise en bière de celui qui était jusqu'à sa disparition, président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, a eu lieu à l'hôpital général de Yaoundé. Comme en de pareilles circonstances, c'est une atmosphère empreinte de tristesse qui règne dans l'enceinte de cet établissement hospitalier au moment où Divine Shimouta Banda entame son dernier voyage avec les siens à ses côtés. En ce moment de recueillement aussi, une prière est élevée en la mémoire du disparu, recommandée à la miséricorde du Tout-Puissant. Daddy, we want to thank you for the life of our father, a husband, an uncle, a brother. Papa, we know where he is. We believe that he is with you. And that is why we will mourn like those who know you, because we knew his activities on earth here, and we know that he is by your side. Divine Shimouta Banda est décédé le 18 mai 2020 à Yaoundé. Après les hommages qui lui ont été rendus dans la capitale, il sera inhumé dans son village natal, en Fornia, dans la région du nord-ouest.
L'ambiance était également lourde du côté de la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien a fait ses adieux à Amadou Gon Coulibaly au thème d'une semaine de deuil national. Le Premier ministre ivoirien a été inhumé ce vendredi dans le caveau familial dans son fief à Korogo, au nord de la ville de Côte d'Ivoire. Ces obsèques qui se sont donc déroulées dans la stricte intimité ont été précédées par une prière funéraire à la grande mosquée de Korogo en présence du chef d'État ivoirien Alassane Ouattara et certains fidèles. Dans son sermon, El Hadj Babadi a donc déclaré que le Premier ministre était un homme d'exception ainsi que de référence. Amadou Gon Coulibaly était candidat du parti au pouvoir pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il est décédé le 8 juillet des suites de crise cardiaque à l'issue d'un conseil des ministres. Sa mort vient donc ainsi bouleverser le jeu politique ivoirien à 3 mois de ce scrutin présidentiel. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge-Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge-Alain. Voilà, Nadine Yambou, 2 titres, vous avez vu, hein, nous avons tous vu ce qui s'est passé du côté de la prison principale de Yaoundé, où les avocats de Sisikou, Ayoub Tabé et compagnie ont été interdits comme ça de rencontrer leurs clients. Nous irons également à Maroua, où l'autorité a décidé de poser des scellés sur ces snack bars pour fermeture tardive, vous avez dit, et non-respect des mesures barrières. 15 jours vont rester fermés. Voilà donc l'essentiel, madame, monsieur, de Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou, et bon week-end. Bonne soirée à vous, Serge-Alain, et bon week-end également. Rendez-vous vendredi, 20h.